Cette vidéo est une présentation de La Pioche, boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour à tous, vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui c'est l'actu ludique du 27 mars 2022. Alors, tel que promis, il y a 2 semaines, j'ai fait un petit tour à Laquige pour la boutique, pour aller voir qu'est-ce qui arrive de nouveau chez les distributeurs. Donc, ça a été très instructif. Il y a beaucoup, par contre, de choses que j'ai vues qui viennent tout juste de sortir. Je pense, par exemple, à Petit Peuple. Petit Peuple, c'est une nouveauté de la semaine dernière. Petit jeu de contrôle de territoire, de majorité, d'objectifs. Vraiment très sympathique comme concept de jeu. Celui-là, il m'avait attiré beaucoup. Je l'ai d'ailleurs juste ici. Donc, Petit Peuple. C'était en présentation, puis c'est arrivé, comme je disais, tout simplement la semaine dernière. Jeu dans lequel on va aller devoir faire des espèces de petits tours dans les différents secteurs. Il va y avoir des pointages de majorité et des objectifs sur les tours qu'on va faire. On va mettre des toits sur certaines tours aussi pour dire qu'on a fait des objectifs avec ces tours-là. Donc, ça a l'air vraiment très très bien, ça m'attire beaucoup ce type de jeu-là en ce moment. Très interactif entre les joueurs et c'est pour, de mémoire, c'est 2 à 4. Ouais, 2 à 4, 60 minutes par partie. Il y avait ça qui m'a attiré beaucoup. J'ai eu la chance aussi d'essayer Get On Board, que j'avais pas eu la chance d'essayer. Je vous en reparle dans quelques instants. Sinon, j'ai vu certains prototypes. J'ai vu d'ailleurs Horlog, qui lui aussi est arrivé en boutique. Même chose au début de cette semaine. Donc, on avait une petite primeur un petit peu à l'avance, voir qu'est-ce que ça avait l'air. Mais là, c'est maintenant disponible. Donc, Horlog, le jeu, si vous êtes des amateurs du jeu Assassin's Creed Valhalla, c'est un jeu dans le jeu vidéo. Et là, ils l'ont fait en version plateau. Donc, un jeu à 2 joueurs de duel de dés, tout simplement. Donc, Horlog. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu des sorties qui s'en viennent, comme par exemple, qu'est-ce qui s'en vient? Miniville de luxe qui va s'en venir. Acropolis aussi. Petit jeu avec des fourmis, de mémoire de développement de civilisation avec des fourmis. J'ai vu aussi, j'ai pu essayer, ça je vous en reparlerai aussi, 0 à 100, un nouveau petit jeu, questionnaire, pas trop, sans nécessairement avoir de très grandes connaissances générales du scorpion masqué, donc 0 à 100, ça c'était intéressant. J'ai vu aussi Nordgar chez Randall Distribution, un jeu qui semble allier plusieurs mécaniques de jeu, du placement de travailleurs, du contrôle de territoire, construction de route, construction de peuple, de développement pas de civilisation nécessairement, mais du contrôle de territoire, développement, on se déplace sur un plateau, donc beaucoup de mécaniques reliées ensemble. Des fois, ça fait peur quand il y en a comme trop ensemble, que ça soit mal fait, que ça soit juste un petit peu correct de chaque, mais rien qui mixe bien ensemble. Mais alors, c'est quand même assez intéressant malgré tout. Donc ça, j'ai pu voir un petit peu de quoi ça avait l'air, le plateau, etc. J'ai pas eu la chance de l'essayer par contre, mais ça a attiré mon attention aussi. J'ai pris le temps aussi de parler un petit peu avec Kevin Bouchard, qui est l'auteur de Monsieur Java. Monsieur Java que j'ai pas encore eu la chance d'essayer, mais je me promets de m'y mettre très prochainement. Il m'avait attiré beaucoup par sa thématique là, de justement gestion d'entreprise. C'est un jeu dans lequel on va justement devoir réaliser certains contrats. On va avoir une force avec différents dés, des 6, des 12, etc. Qu'on va brasser pour voir si on réalise les contrats. Donc, plus on réussit à accumuler de dés de plus haute valeur, plus nos chances sont bien de réussir parfaitement le contrat. Sinon, on le réussit quand même, mais de moins belle façon. Donc, on a quand même travaillé pareil dessus. Donc, ce concept-là est intéressant de dire, OK, si j'optimise telle zone de mon plateau, ça va être
j'ai plus de chance. C'est sûr qu'il y a un aspect D quand même, mais ça semble malgré tout assez intéressant. Donc ça, j'aimerais ça, c'est sûr, essayer ça prochainement, puis vous en reparler, c'est certain. Donc j'étais très content de, si t'écoutes Kevin, ben, merci d'avoir pris le temps de m'expliquer ton jeu. Il était là, dans le fond, sur place pour ça. Donc ça a été le fun de jaser avec toi aussi de d'autres jeux, bien évidemment, de tous les jeux solo qu'on peut jouer. Donc merci à toi pour ça. J'ai vu aussi un autre jeu qui va être adapté en français. Cette fois-ci, c'est chez Gladius qui édite en français, qui distribue en français les jeux de Escape Room, là, les grosses boîtes avec l'espèce de compteur. Et là, ils ont une espèce de jeu qui est dans une espèce de série. Ça se veut comme une série télé, mais une série d'enquête. Donc, c'est une saison 1 avec 18, 12, non, 12 ou 18 chapitres. Et c'est un jeu d'enquête avec des cartes qu'on va devoir élucider des différentes choses. Il n'y a pas d'application autour de ça, donc c'est vraiment juste avec les cartes, très bien illustré, des beaux formats de cartes aussi. Ça, c'est encore, ils sont en train de voir comment ils vont le produire en français, mais ça m'a attiré beaucoup ce jeu-là. Je pense que ça va être très sympathique. C'est un pas trop gros format de boîte, là. Il est encore hésitant là-dessus, mais c'était assez intéressant comme concept de jeu, les jeux d'enquête. Toujours très apprécié et ça a attiré mon œil celui-là, le fait qu'il n'y a pas justement d'application, qu'il avait l'air d'avoir beaucoup d'histoires aussi pour bien démêler, puis tous les chapitres reliés ensemble, ça je trouve ça toujours très intéressant. Donc ça aussi, je vais essayer de retrouver le nom, mais je pense pas que je l'ai en tête, en tout cas pour la version anglaise. Ça m'est sorti de la tête, je ne sais plus si je l'ai pris en photo non plus, donc si jamais je vais mettre de quoi, sinon ben il n'y aura rien, puis ça sera une surprise quand ça arrivera. J'ai aussi vu chez ILO 307 une série de petits jeux abstraits. Et ça me semblait, encore là, j'en ai essayé un justement, dans ce style-là, qui était comme fait, qui avait été créé par un auteur qui était un champion d'échecs, puis c'était vraiment une petite tactique de comment qu'on se déplace sur le plateau pour réussir à placer des différentes formes, cercles, ronds, X, etc. Et en fonction de ça, il faut réussir à aller bloquer l'autre dans certains coins. Et c'est ce qui fait des points lorsqu'on n'est plus capable de bouger. Ce qui nous entoure va faire les points. Donc, c'était assez intéressant comme concept abstrait. Et il y en a une autre série de gamme. Il y en a un de Bruno Catala là-dedans. Il y en a un autre d'un autre auteur aussi. Donc, une belle série de boîtes de jeux abstraits. Très intéressant aussi. J'aime ça, ces petits styles de jeux-là à 2 joueurs. Donc, ça aussi, ça a attiré mon œil. Et puis finalement, ben, pour terminer ce salon, j'ai eu la chance aussi de parler avec Martin Montreuil de la Société des Jeux. Donc on a discuté un peu de tout et de rien sur le lancement de la boutique, etc. Un peu lui aussi ses changements de carrière. Ça fait quand même longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc merci à toi d'avoir pris le temps de jaser avec moi, Martin. Si tu écoutes ce podcast-là en version audio ou en version vidéo. Donc, merci à toi. Puis, je vais revenir justement dans les expériences de jeu. On a eu la chance de faire quelques parties ensemble. Donc, je reviens dans quelques instants. Et donc là, ben, sans plus tarder, on va aller faire un petit tour aux nouvelles qui ont retenu mon attention dans les derniers mois, dernières semaines, tout simplement. On y va maintenant. On sait déjà depuis quelques mois que le prochain jeu de Stonemaier Games sera la réédition du jeu Libertalia, un jeu de 2012. Pour cette nouvelle édition, l'article du jeu a été complètement revampé, des modifications aux règles ont été apportées et on aura droit à un mode solo robuste de Automa Factory. Les personnes qui ont déjà précommandé le jeu à Stonemaier Games ont commencé à recevoir leur copie et le jeu va arriver dans les boutiques à la fin du mois d'avril. Synapse Games a annoncé son association avec le Triton Noir pour l'édition d'une version boutique du jeu Assassin's Creed Brotherhood of Venice. La version boutique comportera une campagne de 26 mémoires, 5 figurines, 139 standees, 6 enveloppes secrètes, 41 tuiles et plus de 400 cartes.
Une belle façon pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir la version Kickstarter ou qui désirent se procurer une version moins dispendieuse du jeu. La sortie est prévue pour la fin de 2022. Du côté européen, c'est Pixie Games qui s'occupera de l'édition de cette version boutique. Avis aux amateurs de Villainous et de Star Wars. Ravensburger a annoncé la sortie en août 2022 de Star Wars Villainous, dans laquelle vous allez pouvoir jouer les vilains de l'univers Star Wars, dont Darth Vader, Asajj Ventress, Kylo Ren, Moff Gideon ou Général Grievous. On connaît maintenant la date de sortie officielle pour Ark Nova. La version anglaise est prévue pour le 19 avril en Amérique et la version française le 1er avril en Europe. De notre côté, il faudra patienter environ jusqu'au mois de juillet pour voir arriver la version française. Mille Fiori, qui fait présentement fureur en Europe, est prévu arriver au courant du mois de juillet dans sa version française en sol canadien. Finalement, on devrait voir le retour de la version française de Spirit Island, ainsi que l'arrivée en français de l'extension Terre fracturée pour la mi-avril au Québec. C'est ce qui termine les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Alors, pour débuter mes expériences de jeu des 2 dernières semaines, on y va avec Bitoku en version solo, donc en mode solo pour cette partie-là que j'ai jouée. Ça reste un jeu, je pars quasiment avec, je pars avec des notices de départ, dans le sens que c'est un jeu que je trouve très bien fait, il est agréable, les mécaniques roulent bien ensemble, mais mon gros bémol de ce jeu-là, j'ai l'impression qu'il y a comme une manche de trop, où il y a un aspect de trop qui fait que oui, il y a l'escalade, ben pas l'escalade, mais plus on va construire des éléments, plus ça va faire des points, mais j'ai l'impression que ça aurait pu être rebalancé pour enlever quasiment une manche, tenir ça sur 3 manches de jeu et pour avoir un temps de jeu plus raisonnable pour ce type de jeu-là. Je trouve qu'il s'étire un petit peu trop. C'est mon hic à chaque fois que j'ai sorti ce jeu-là, autant à plusieurs joueurs qu'en solo. Puis c'est pas parce que, tu sais, oui, c'est un jeu qui peut être lourd à apprendre au niveau des règles, mais c'est pas un jeu nécessairement hyper complexe en soi, parce que les actions sont quand même assez simples de base, aller chercher des petits trucs. Oui, il y a une complexité quand même dans optimiser tout ça, mais ça reste du collection d'ensemble pour un chemin. Ça reste des cartes assez basiques qu'on va aller chercher pour soit faire des points qu'on veut les détruire à la fin d'une année. Ça reste des libellules qu'on mixe avec l'autre partie pour faire des petits bonus. Ça reste des cristaux qui soit donnent des bonus permanents quand on les active dans la manche, soit au début d'une manche, etc. Donc, c'est rien de révolutionnaire. Ce que j'aime bien, par contre, c'est le déplacement de dés qui traverse la rivière, qui perd en valeur. Ça, je trouve ça intéressant comme concept. Sinon, on a une piste avec les petits pèlerins qui, là aussi, vont nous donner des points. Donc, c'est des choses qu'on a vues dans plein de jeux. Peut-être pas les 2 éléments qui se mixent ensemble pour activer un et l'autre. Probablement que ça s'est déjà vu. Mais, donc, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on a quand même, comme je disais, déjà vues dans d'autres jeux, mais c'est l'impression que ça alourdit peut-être un peu trop pour rien le jeu en soi. Même si je le trouve agréable, l'automa, il est pas évident à prendre en main au début dans le sens que c'est une charte qui n'est pas super intuitive. À un moment donné, on se rend compte, OK, il va faire dans tel ordre les actions, mais j'avais tout le temps le regard pareil sur la charte pour être sûr de ne pas manquer une étape. Même si je commençais à saisir qu'est-ce qu'il va faire, dans quel endroit il va aller, comment je peux optimiser mes coups pour... donc, il est quand même assez prévisible selon la charte. Ce que j'aurais aimé, c'est niaiseux, mais je pense que au lieu d'une charte, un petit deck d'automat bien balancé qui ajoute de l'imprévisibilité à ce qu'il va faire. Parce que là, moi, je savais que si dans le fond, dans 2 secteurs, les 2 zones du plateau de jeu, s'il n'y avait pas de dés en compétition pour traverser la rivière contre moi, ben, il ne faisait pas cette action-là. Donc, il ne se déplaçait pas, à moins d'être rendu à plus avoir de dés, etc. Mais souvent, je pouvais me placer d'un côté,
placer mon deuxième dé du même côté, puis après ça, y aller dans un certain ordre pour réussir à passer le plus de dés de l'autre bord de la rivière, puis bien optimiser mes actions, puis lui, il en laisser le moins possible. C'était quand même prévisible à faire et facilement faisable. Au bout d'un certain temps, j'avais compris, au bout d'un certain nombre de rondes, j'avais compris comment un peu le contrecarrer ses plans. Et donc, j'imagine que d'autres parties, bien, ça va être beaucoup plus prévisible, malheureusement, à savoir qu'est-ce qu'il fait. Mais je garde un petit bémol parce que je n'ai pas regardé comment augmenter le niveau de difficulté. Je pense pas que ça change la charte. Je pense juste que ça change quelques petites variantes à son jeu. Reparlant d'un deck d'Automa, l'Automa a un deck Automa pour savoir quelle icône d'action il va le faire. Mais il faut quand même se fier à la charte pareil. Fait que j'ai l'impression qu'il y a un petit travail de plus qui aurait pu être fait pour que l'Automa soit vraiment juste avec le deck d'Automa. Avec peut-être un petit peu plus d'iconographie, oui, peut-être avec un petit aide-mémoire pour ça, mais je pense que ça aurait pu être plus intéressant. À mon avis, à moi, c'est des fois les chartes, je trouve pas ça toujours intuitif. Il faut toujours la garder dans les règles. Oui, on peut se faire une photocopie, mais on dirait que ça me rebute un peu des fois. Et sinon, je reviens sur, je pense que j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais les cartes de vision, c'est pas un truc que j'aime dans ce type de jeu-là. Je trouve que c'est trop aléatoire. Je prends une carte, j'ai réussi à faire ce qui est indiqué. Au dernier tour, ça peut être aller chercher quelques points de supplémentaire. Oui, il y a une chance à prendre. Si tu ne l'as pas fait, ça donne un peu de points négatifs, mais j'ai l'impression que le ballon, pour réussir à dire c'est ma seule option pour gagner, c'est comme un coup de dé. Je suis un petit peu réticent à ce genre d'éléments-là. C'est quand même facile d'aller chercher ces cartes-là. Quand tu traverses de l'autre côté, il n'y a pas de carte qui t'intéresse, tu peux aller chercher ça sans trop de difficulté. Donc, ça n'ajoute pas trop de pression pour aller chercher ces différentes cartes-là. Ça ressemble à ça pour mon expérience de Bitoku en solo. Je ne penserais pas le refaire en solo. Peut-être à plusieurs éventuellement, mais encore là, je le trouvais un peu long. Probablement que je l'essayerais à 2 ou 3 joueurs, 4 joueurs, j'avais trouvé ça un peu long. Peut-être qu'à 2, peut-être plus intéressant au niveau de la rapidité de jeu. Quand même un jeu long à mettre en place aussi, il faut penser à ça. Donc, ça termine pour Bitoku. Je veux pas dire que le jeu est bon, il y a des bels éléments, mais moi, je trouve qu'il s'étire un petit peu pour ce type de jeu-là. J'ai joué aussi à Stupide Vautour. Non, Stupide Vautour, en fait, j'ai joué à 3 jeux en compagnie justement de Martin, la Société des Jeux, Martin Montreuil. J'ai dit, oui, Montreuil, c'est ça. Martin Montreuil. Je ne veux pas que je me mêle. Et Steve Paquin, qui est un des copropriétaires du Randolph à Trois-Rivières. Anciennement aussi, il était chez Feu les mauvais perdants à Trois-Rivières. Et aussi avec le dernier jeu, ouais, Non Merci, puis Stupide Vautour. Je me souviens plus du nom de l'autre personne, mais je sais que c'était quelqu'un qui travaillait aussi au Randolph à Trois-Rivières. Et je pense que c'est Cédric, si je me trompe pas. Et donc, Stupide Vautour, et on a joué Stupide Vautour, Non Merci, 2 petits jeux assez rapides. Donc, Stupide Vautour, un jeu dans lequel on a une main de cartes de 1 à 15, et on doit jouer des cartes, une carte en fait, pour aller chercher une carte dans le milieu qui est des points positifs ou négatifs. Les points positifs, dans le fond, c'est lui qui a joué la plus haute carte qui va remporter la carte. Par contre, s'il y a des joueurs qui ont joué la même égalité, on va devoir, c'est le joueur en dessous de ça qui va remporter. Donc, il y a une petite tactique de dire, si je joue ma plus haute carte, mais lui, il est encore, ça se peut que ce soit l'autre en dessous qui remporte. Donc, une petite tactique intéressante. Et sinon, quand c'est une carte négative, c'est lui qui a joué la plus basse carte. Donc, on va un peu dans l'ordre inverse. Donc, intéressant, petit jeu de cartes très simples qui joue en une quinzaine de minutes pour Stupide Vautour. Sinon, Non Merci. Non Merci, c'est un jeu
collection de cartes pour faire le moins de points possible. Dans le fond, il va toujours avoir une carte qu'on revire dans le milieu de la table et on dit à notre tour, est-ce qu'on la prend ou on dit non merci en mettant un petit jeton dessus qui est un point négatif. Donc, ça diminue la valeur de la carte, mais puis là, on peut passer comme ça plusieurs tours de table à mettre nos petits jetons jusqu'à temps que quelqu'un la prenne. Il y a des cartes qui vont jusqu'à 30 quelques points. Et quand on réussit à faire des suites, donc par exemple, j'ai le 25, 26, 27, ben c'est juste mon 25 qui va compter. Fait que des fois, on va dire, ben, je vais aller chercher le 25, j'ai le 27, je vais peut-être aller prendre le 26, mais il peut y avoir des cartes. Là, une partie à 4 joueurs, il y avait des cartes qui ne faisaient pas partie du lot, fait que ça se peut que le 26 soit juste pas là, donc c'est une chance à prendre. Donc, on essaie comme ça. À un moment donné, on n'a plus nécessairement de pouvoir de non merci non plus, donc il faut bien faut pas s'amener à vide non plus dans ces petits points négatifs-là parce qu'on va se ramasser avec les grosses cartes. Donc, c'est un petit jeu comme ça. Tactique, on va dire ça comme ça. De prendre sa chance et de dire le non merci au bon moment, de prendre certaines cartes qui donnent peut-être plus de points, mais quitte à avoir un petit peu plus de jetons. Donc, petit jeu intéressant pour non merci. Et sinon, ben, j'ai joué aussi à 3 joueurs cette fois-ci, donc avec Martin et Steve, à Get On Board. Donc, nous autres, c'était le plateau New York, puisqu'on était à 3 joueurs. Donc, si on joue à 4 ou 5, c'est le plateau du côté de Londres. Et donc, c'est un jeu de cases à cocher, mais avec un plateau central commun où on va faire notre trajet d'autobus avec des petites languettes de bois. Donc, à chaque tour de jeu, on tourne un ticket d'autobus et ça va nous dire quelle forme de chemin on doit faire. Donc, avec 1, 2 virages ou aucun virage et le nombre de petites languettes qu'on va poser. Et donc, on pose ça à la suite de notre chemin. On passe par des endroits, des intersections où on récupère des passagers qui vont à l'école, des passagers qui vont dans les bureaux, des touristes, et on les amène, dans le fond, à des différents bâtiments. Donc, des fois, on essaie d'accumuler un petit peu plus de certains des passagers pour, lorsqu'on réussit à les amener à bon port, ça soit plus payant. Donc, c'est un peu la tactique qu'on va avoir. Il y a certains qui vont nous donner des bonus aussi en fonction de combien on en a amené, des bonus d'autres passagers. Donc, c'est un petit jeu comme ça. Il faut bien planifier son trajet. Il n'est pas toujours évident. Quand on passe par des chemins des autres joueurs aussi, ça va nous coûter des points négatifs de trafic. Des zones aussi qui sont plus engorgées dans le centre-ville, qui vont nous donner aussi des points négatifs de trafic. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça ressemble pas mal à ça. Donc, on va vraiment remplir notre plateau de jeu. Ah oui, il y a des objectifs aussi qui sont communs à tous les joueurs. Puis on a un objectif privé aussi de relier certains points ensemble pour une dizaine de points. Donc, c'est un peu tout ça pour Get On Board. J'ai vraiment trouvé l'expérience intéressante. Une trentaine de minutes, 30-40 minutes, gros maximum. Petit jeu de cases à cocher, mais avec de l'interaction sur le plateau qui est très intéressante aussi. Donc, ça ressemble à ça pour Get On Board, New York et Londres. J'ai fait aussi 2 parties de Le Roi est mort. Ça a été un gros coup de cœur pour moi. Le Roi est mort, c'est pas un jeu que je connaissais, c'est une 2e édition ici. C'est une édition, dans le fond, ben là ici, on parle d'une édition collectionneur avec une carte promo, avec une belle boîte dorée, super belle production. Et c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, mais optimal à 3 joueurs. C'est vraiment un jeu fait pour 3 joueurs. Quand on joue à 4, on joue en équipe. Quand on joue à 2, il y a une petite twist à appliquer, donc il est vraiment fait pour 3 joueurs. Et j'ai joué les 2 fois à 3 joueurs, donc je pense dans sa version optimale. C'est 30-45 minutes, c'est assez rapide et c'est un jeu super intéressant d'influence dans les 3 différentes factions qui luttent pour le contrôle de la Grande-Bretagne. C'est dans le fond, le roi est mort, tout simplement, et les 3 factions, écossais, gallois et anglais, vont se battre
pour le contrôle du territoire et être le prochain, avoir un roi dans leur faction. Et il y a aussi les Français qui peuvent venir faire une invasion aussi dans tout ça. Comment ça va fonctionner? C'est qu'il va y avoir des cubes des différentes factions dans les différentes régions de la Grande-Bretagne. Et chaque région de la Grande-Bretagne va être réalisée. Dans le fond, on va regarder la majorité une fois dans la partie. Et on va faire comme ça les 8 manches de jeu, les 8 résolutions. On va, dans le fond, avoir seulement 8 cartes d'action en main qu'on peut jouer toutes dans la ronde 1 si on veut, toutes dans la ronde 2. On peut ne pas en jouer du début de la partie, voir comment ça va pour le reste. À chaque fois qu'on va jouer une carte, on va aller aussi récupérer un cube d'une des couleurs. Donc, le but pour nous, c'est d'avoir le plus d'influence dans la faction qui va être majoritaire sur le plateau à la fin de la partie. Donc, par exemple, si c'est les Anglais avec les petits cubes jaunes, si j'ai 5 cubes jaunes à la fin de la partie, les autres joueurs en ont moins que moi et il y a plus de majorité de jaunes, c'est moi qui remporte la partie. Par contre, quand il y a des égalités dans les majorités, dans les contrôles de territoire, c'est la faction qui a remporté le dernier territoire. Donc, ça est très important aussi. Si jamais c'est les Français qui remportent 3 territoires parce qu'il y a des égalités. Donc, s'il n'y a aucun gagnant, il y a une égalité, c'est les Français qui font l'invasion. Et dans ce cas-là, c'est le joueur qui a le plus de trios, donc les 3 cubes de couleurs, qui remporte la partie. Donc, il y a vraiment toute cette tactique-là qui est super intéressante. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et ça, il y a les cartes de base, les 8 cartes d'action. On peut aussi, dans cette boîte-ci, il y a l'extension qui ajoute des cartes spéciales. On en rajoute 3 sur 8 dans notre paquet. Il y en a 3 qu'on va éliminer de notre paquet pour avoir encore 8 actions, mais on n'aura pas toutes les mêmes actions que les autres joueurs. Les actions, ça ressemble à rajouter des cubes dans des endroits, faire des renforts pour les différentes factions, faire aussi des transferts entre les différentes factions. Et il y a certaines cartes, à un moment donné, il faut faire attention parce qu'on ne sera plus capable de les jouer. Et c'est très important parce que ça veut dire un cube de moins qu'on va aller chercher dans une des factions. Donc ça, je me suis fait avoir dans ma dernière partie avec ça. J'avais mal compris ma carte, en fait. J'étais sûr que je pouvais faire des échanges, mais c'était avec des factions, des territoires collés, puis là, ils n'étaient plus collés. Fait que je me suis un peu tiré dans le pied en montrant aussi la carte que j'avais, que je ne pourrais plus jouer. Donc ça m'éliminait pas mal du jeu. Mais c'est un jeu que j'ai hâte de rejouer, assez facile à sortir, 30-45 minutes. La mise en place est vraiment pas longue. C'est vraiment un jeu, sincèrement, par excellence de majorité contrôle de territoire. J'ai hâte de rejouer. C'est pas un jeu que j'ai l'impression que je vais me tanner bien très rapidement. Donc, une très belle découverte pour moi. Je vous conseille d'aller voir ça si vous aimez ce style de jeu. Ce style de jeu-là, le roi est mort. J'ai joué également, cette fois-ci, une partie à 4 joueurs de Everdell. C'était très intéressant aussi. Donc, on a une belle interaction entre les joueurs pour le placement d'ouvriers. C'est pas évident, par contre, être le dernier joueur. On se ramasse souvent bloqué un peu partout. Fait que là, on essaie d'aller ailleurs, dans d'autres endroits, mais peut-être pas les meilleures actions possibles. C'est un jeu qui prend beaucoup de place sur la table. Donc, si on est loin du plateau puis qu'on connaît pas bien les cartes par leurs images, donc c'est pas toujours évident d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le milieu. Ça, j'ai trouvé un petit bémol là-dessus parce que c'est quand même des cartes qu'on peut construire aussi. Mais bon, c'est sûr que plus on connaît le jeu, plus ça va être facile. C'est pas évident non plus d'aller voir tout ce que le monde a. Et il y a certaines cartes qui ont des actions spéciales. Donc, ça serait peut-être intéressant d'avoir un élément de plus qui fait qu'on met sur la carte un petit totem, je ne sais pas trop, qui dit ben, cet endroit-là, on peut y aller pour les autres joueurs. Parce que des fois, c'est pas évident de regarder vraiment tout ce que les autres joueurs ont pour le placement d'ouvriers. L'arbre est quand même pas trop pire dans le chemin, même à 4 joueurs. Si on le met un petit peu reculé de côté. Pas nécessairement sur le plateau, parce que là, ça devient un petit peu dur de voir tout le monde, mais si on le recule un peu, c'est quand même correct malgré tout. Les objectifs, c'est intéressant.
C'est sûr, faut vraiment spotter certaines cartes. C'est pas nécessairement une option à tout casser d'aller chercher ça pour remporter la partie. C'est juste une autre option. Si on fait un bon mélange de cartes, une bonne construction de tableau, il y a certaines cartes qui peuvent être très payantes, aussi les cartes mauves. Et donc, j'aime encore bien le petit mécanique de rattrapage à la fin pour aller jeter certaines cartes. Si on y va en premier aussi, on va avoir plus de points. Et à 4 joueurs, on a réussi à passer à travers du paquet de cartes. Donc ça j'ai aimé ça par rapport à ma partie en solo où je voyais peut-être la moitié, un tiers des cartes. Donc des fois, si tu cherches certaines cartes, c'est pas toujours évident. C'est toujours un petit peu le bémol dans ce type de jeu-là. Si tu veux faire les bons chaînages, ben, t'aimes ça que les cartes sortent. Sinon, ben, ça te coûte quand même cher en ressources. Puis c'est pas toujours évident de jouer toutes les cartes que tu veux. Donc, Everdell à 4 joueurs, c'est intéressant aussi. J'ai l'impression qu'optimalement, peut-être 2-3 serait peut-être mieux, mais malgré tout, j'ai aimé ça, la construction de tableau. La partie a été serrée pour cette partie-là qu'on a fait à 4 joueurs. J'ai refait aussi une petite partie, mais en fait, j'ai fait une petite partie. Je pense pas que je vous ai déjà présenté ce jeu-là. C'est un mouton à la mer. Un petit jeu de pli, très simple, mais très efficace quand même. On va avoir dans le fond un certain nombre de cartes au début de la partie qui va nous indiquer un certain nombre de bouées qu'on va avoir devant nous. Donc ça indique un peu la force de notre paquet de cartes. Et comment ça va fonctionner, c'est qu'à chaque tour de jeu, il va y avoir deux cartes qui vont être révélées, une carte plus élevée que l'autre, et donc on va se battre pour avoir les phares les plus bas. Donc ça va de 1 à 12, et lorsqu'on joue des cartes, donc dans le fond, le joueur avec la plus haute valeur de cartes va remporter la carte la plus basse, et le joueur avec la deuxième plus haute valeur de cartes va remporter la plus haute. Donc c'est vraiment une belle tactique de dire, si je joue ça, ben, j'ai de bonnes chances de le remporter, mais finalement l'autre personne joue une carte, une petite affaire au-dessus, et là tu te ramasses avec la plus haute. Quand après ça on regarde tous les phares, lui qui a le plus haut des phares va perdre une bouée. Et donc, on a un certain nombre de points de vie, on va dire ça comme ça, pour la manche. Et c'est aussi nos points pour la manche également. Donc, chaque bouée qui nous reste à la fin d'une manche, c'est des points qu'on va remporter. Donc, il faut vraiment faire attention à comment on joue nos cartes. Donc, c'est un jeu de... Ben, c'est pas nécessairement de pli, mais c'est un jeu d'aller chercher, gagner des cartes. Ça fait penser un petit peu à Stupide Vautour. Un peu dans le même concept que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais cette fois-ci, il y a le concept des phares qui fait en sorte que certaines tours de jeu, ben, si on a quand même un petit phare, c'est pas trop risqué pour nous, mais là, c'est toujours de penser à ce qu'un peu les autres joueurs vont faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que à la fin d'une manche, on prend notre paquet et on le passe à le joueur à notre gauche. Donc, puis la partie se fait quand tous les joueurs ont vu tous les paquets. Donc, ça fait en sorte qu'on a vraiment réussi à savoir, à un moment donné, on sait qui a quelle carte à peu près pour bien jouer les différentes cartes. C'est très intéressant aussi. Donc, je ne m'éterniserai pas plus longtemps sur un mouton à la mer. Un petit jeu un petit jeu de pli avec ou d'enchères, je ne sais pas trop comment l'appeler, dans lequel on va chercher des différentes cartes pour ne pas se noyer, donc ne pas avoir à tout dépenser nos bouées pour sauver les moutons. Donc, un mouton à la mer. J'ai fait aussi une partie de Les Châteaux de Bourgogne, le jeu de dés. Toujours intéressant ce jeu-là, toujours simple. Toute la série des Châteaux de Bourgogne, c'est une très belle série. Celui-là, faut bien penser à nos choses aussi. Tout le monde a les mêmes choix de dés, donc une couleur, on a deux couleurs, deux valeurs, et on en utilise une des deux combinaisons qu'on veut. En fait, des 1, 2, 3, 4, des 4 combinaisons possibles. Et on va marquer ça sur notre petite feuille. Il y a 4 possibilités de feuilles différentes dans le jeu, donc pour varier un petit peu vos parties. Et donc les différentes zones, lorsqu'on les ferme, c'est plus payant, plus on est tôt dans la partie. Ça reste les mêmes concepts que les châteaux de Bourgogne. Il y a aussi, quand on réussit à faire fermer toutes les zones d'une couleur, ça nous donne plus de points que les autres joueurs si on le fait avant les autres joueurs. Il y a tous des petits bonus qu'on peut aller chercher pour changer la couleur d'un dé, changer la valeur d'un dé.
Jouer 2 combinaisons de dés avec les petites pierres, comme dans le jeu standard, c'est pour refaire des actions. Il y a aussi les moutons qui sont en fonction, c'est 2 fois le score de la zone, donc plus on les fait tôt aussi, plus c'est intéressant. Ben, les animaux, pas les moutons. Donc toujours intéressant, les châteaux de Bourgogne, le jeu de dés, le livret de règles, toujours bien fait avec la petite colonne à droite. C'est tellement le fun. La petite colonne à droite qui nous permet de tout simplement avoir un petit retour rapide sur les règles sans avoir repassé dans les règles. Ça, j'adore ça de Ravensburger Aléa. Donc, les châteaux de Bourgogne, le jeu de dés. J'ai également refait une partie de Cascadia pour le tournoi d'ailleurs, que je suis en cours, que je vous ai parlé la dernière fois aussi. Donc, je ne m'éterniserai pas plus longtemps sur Cascadia. Là, je l'ai juste joué en solo pour l'instant. Toujours agréable, toutes les combinaisons d'animaux, comment tu vas faire ça, optimiser ton terrain, bien construire le terrain, mais en même temps bien placer les animaux pour optimiser les points. C'est vraiment le fun, c'est vraiment un petit jeu. Je pense, ben, je le trouve quand même beaucoup différent par rapport à Calico. Malgré tout, tu sais, Calico est très concentré sur notre secteur. Il faut faire attention aux tuiles, aux objectifs qu'on veut faire. On n'aura pas nécessairement les mêmes objectifs que les autres joueurs, tandis que là, on a les mêmes objectifs, même si je joue en solo. Donc, je le trouve assez différent pour garder quand même les deux dans une collection, puis avoir du plaisir avec les deux malgré tout. Même si Calico est quand même beaucoup plus restrictif en fin de partie comparé à Cascadia, qui est quand même plus ouvert, plus la partie avance pour augmenter notre territoire. Donc, ça ressemble à ça pour Cascadia. Finalement, j'ai refait j'ai fait une partie à 3 joueurs du mur d'Adrien. Donc, c'est vraiment un jeu multi-solo. Le mur d'Adrien, j'en ai parlé en masse dans les dernières actus ludiques. Il n'y a pas de grandes différences quand on joue à plusieurs joueurs, à part qu'on va donner des ressources aux autres joueurs lorsqu'on utilise les marchandises ou qu'on utilise les explorations. On va donner des légionnaires aux autres joueurs. Donc, en fonction si on utilise leur symbole sur leur carte. Sinon, ça reste la même chose. C'est sûr qu'on va subir les mêmes attaques. Donc, à ce niveau-là, il faut se protéger un peu de la même façon. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un impact sur qui va jouer la meilleure partie, si c'est mieux protégé, quelle stratégie employer, etc. Mais ça reste quand même malgré tout un jeu assez multi-solo, mais c'est tellement bon ce jeu-là. Je pense que je n'ai pas encore trouvé les bonnes tactiques. Je n'ai pas fait une super bonne partie. Je pense que c'était ma moins bonne depuis le début, mais bon. J'ai comme trop été dans les gladiateurs au début, puis j'ai pas resté là-dedans assez all-in. Je me suis retiré un peu, puis ça m'a coûté trop d'éléments là, pour pas assez ce que ça m'a rapporté. Donc, malheureusement, ça a été ça pour pour ma partie du mur d'Adrien. Ouais, c'est ça. Je repensais à mon fameux, mes fameux gladiateurs qui sont pas super évidents à gérer. Ça dépend aussi des cartes que tu tires, s'ils vont se faire éliminer plus rapidement ou moins rapidement. Donc ça, c'est pas toujours évident non plus. Donc, ça complète pour les expériences de jeu des dernières semaines et on s'en va voir en fait, qu'est-ce qui est arrivé de nouveau en boutique, donc avec quelques phrases, quelques mots, quelques minutes sur les différents jeux qui sont arrivés en boutique dernièrement. Et aussi, si jamais vous allez, encore là, je me répète, mais je le dis parce que il y a toujours quelqu'un que c'est la première fois qui écoute mes vidéos. Donc, si vous voulez aller voir le contenu au complet des épisodes de du neuf et des retours, vous pouvez aller sur la chaîne de La Pioche, donc La Pioche boutique de jeux. Sur YouTube, tapez ça, vous allez aller sur la chaîne directement. Et là, vous allez avoir vraiment tous les jeux, tandis qu'ici, moi, je coupe sur certains jeux que je peux avoir parlé précédemment dans cette vidéo-ci ou sur les jeux qui sont peut-être moins dirigés vers le public ici
que je veux rejoindre, moins vers les goûts. Fait qu'on a tous des goûts différents. Fait que je coupe sur certains jeux-là pour alléger aussi la vidéo. Donc, sur ce, on s'en va voir ça à l'instant. Alors, on débute avec 10, la version française de 10. Donc, tout simplement, jeu ici édité par Lucky Duck Game pour la version française. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, donc on peut jouer seul également. 15 à 30 minutes par partie. C'est un jeu de pousser sa chance, de collection de séries de cartes. Donc, à la fin de la partie, on va faire des points en fonction des séries dans les différentes couleurs de cartes qu'on a réussi à faire. Et tout au long de la partie, on va, dans le fond, à notre tour de jeu, on va tourner des cartes. Et il ne faut pas dépasser le total de 10. Si jamais on dépasse 10, soit en valeur monétaire ou en chiffres, dans ce cas-ci, on ne peut réclamer aucune carte et on doit passer notre tour. Notre tour se termine ainsi. Et les autres joueurs vont réclamer de l'argent. Dans le cas qu'on va récupérer les cartes des différentes couleurs, les autres joueurs vont récupérer l'argent sur les cartes qui n'ont pas été prises. Si on va récupérer l'argent des cartes, les autres cartes vont être dans un marché que les autres joueurs peuvent acheter avec des petits jetons, justement, des petits pions noirs qui sont de l'argent. Quand il y a des cartes spéciales qui arrivent en jeu, il y a des enchères qui se passent. Donc, il va y avoir un tour d'enchère pour miser et réclamer ces cartes-là qui sont des cartes de joker. Donc, pas plus compliqué que ça. On tente de faire des séries pour faire le plus de points possible avec ces séries-là, des différentes couleurs. Donc, c'est 10. On a aussi reçu le jeu de cases à cocher Three Sisters en version anglaise ici. Il ne se fait pas en version française pour le moment. C'est un jeu dans lequel on va développer un superbe beau jardin. Donc, c'est un jeu assez stratégique. C'est les mêmes auteurs qui ont fait Flee the Dice Game, si vous connaissez, autre jeu de cases à cocher assez prenant aussi, assez tactique. Et ici, dans ce cas-là, on va avoir une espèce de draft, un recrutement de dés. Donc, il va y avoir les dés qui vont être lancés. On va aller en choisir à notre tour de jeu pour cocher des cases sur notre plateau. Il y a des bonus à débloquer. Chaque fois qu'on débloque des bonus, ça nous permet de cocher ailleurs. Donc, il y a beaucoup de combos quand même à faire aussi dans Three Sisters. C'est souvent ce qui est très intéressant dans des jeux de cases à cocher quand il y a beaucoup d'enchaînements qu'on peut faire de la façon qu'on va le faire. Donc ici, on développe un superbe beau jardin. Il y a d'autres petites zones aussi. La shed où on va aller faire d'autres petits éléments, des différentes façons de cocher dans les différents endroits. Donc, ça ressemble à ça pour Three Sisters, un petit jeu de cases à cocher. 1 à 4 joueurs, 45 minutes par partie pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. C'est la version anglaise qu'on a ici. On a également reçu la nouveauté Petit Peuple. Donc, Petit Peuple, c'est un jeu principalement de majorité. Donc, on va tenter d'obtenir des majorités dans différents endroits du plateau de jeu. Et on va aussi avoir certains objectifs à réaliser, des objectifs communs, des objectifs personnels, privés, en fonction de quelle hauteur de tour on va mettre dans les différentes zones. Ça va nous donner des points. C'est un principe que lorsqu'on place justement des petits bâtiments, on va dépenser des habitants. Quand on les retire du plateau de jeu, on va regagner des habitants, mais le double de ce que ça a coûté. Donc, une espèce de gestion comme ça de comment on va faire grandir notre population pour être capable de mieux se développer sur le plateau. Il y a un principe aussi très simple, une espèce de torgrue, une tortue avec une grue, donc une torgrue, qui est tout simplement, à chaque fois qu'on va jouer dans une zone, la zone qu'on a jouée, ça va être la prochaine zone agrandie qui va être sur l'endroit où l'autre joueur va aller jouer. Par exemple, si on joue à droite, dans cette zone-ci, le prochain joueur doit jouer dans cette zone-ci pour son tour. Donc, si on rejoue dans la même case à droite, mais l'autre joueur va jouer dans la même case. Donc, ça force à amener les joueurs à jouer dans d'autres secteurs. Donc, il y a un aspect stratégique à ça. Il y a des fins de bâtiments qu'on va pouvoir mettre aussi sur des petits toits sur les bâtiments qui ne permettent plus de faire des objectifs avec ces bâtiments-là parce qu'ils ont déjà été utilisés pour faire des objectifs. Donc, principe assez simple de majorité, d'action en fonction de qui est le premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur. Il y a un certain nombre d'actions qui va changer.
On a des petites actions spéciales aussi qu'on peut faire. Certaines, c'est juste c'est en remplacement de notre action principale. D'autres, c'est seulement une action bonus. Et donc, ça ressemble à ça. Pas plus compliqué que ça pour Petit Peuple. On va faire des points en fonction des objectifs principalement et des majorités. Les majorités, en fait, vont servir d'aller chercher d'autres populations pour éventuellement faire d'autres objectifs. Donc, Petit Peuple, c'est en français. Je n'ai pas indiqué, c'est pour 2 à 4 joueurs 10 ans et plus et 60 minutes par partie. On a également reçu Switch et Signal, qui est la version anglaise de Convoi Express que vous avez peut-être vu en Europe, qui est déjà disponible. Donc ici, on a la version anglaise pour le moment, version française qui va arriver aussi éventuellement. C'est un jeu coopératif de train pour 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus et 45 minutes de jeu. C'est un jeu dans lequel, dans le fond, on va tenter de livrer des marchandises à Marseille. Et comment ça va se passer? C'est qu'on va devoir changer les petits, pas interrupteurs, mais comment les tracks vont aller dans quelle direction, comment nos trains vont pouvoir passer. Et il va y avoir des cartes qu'on va jouer pour ajouter des nouveaux trains à certains endroits sur le plateau, qui vont pouvoir aller récupérer des marchandises dans les villes. Et en fonction justement des commutateurs, je pense qu'on appelle ça comme ça, je ne suis pas certain, on va pouvoir bien diriger nos trains, les trains qui vont avancer avec un dé, et chaque vitesse de train est différente. Donc les trains gris, c'est les plus lents, train orange plus rapide, train noir plus rapide encore. Lorsqu'on arrive à certains endroits et que notre train n'est pas capable d'avancer plus que son dé, on va devoir prendre des cartes de temps, d'en discarter. Et lorsque la pile de cartes de temps est vide, ça termine la partie. Donc on perd si on n'a pas réussi à livrer tous les marchandises à Marseille. Donc c'est le but de bien planifier ces événements. Pas ces événements, mais bien planifier les trajets. Bien jouer nos cartes aussi pour bien arranger. Il y a les feux de circulation aussi, verts qu'il faut remettre pour, bien sûr, ne pas être arrêté à des feux rouges. Il y a 2 côtés de plateau aussi qui permettent, dans le fond, d'avoir une ville différente. On va être aux États-Unis pour l'autre côté. Et on va avoir d'autres, faire livrer des marchandises à New York. Donc, toute autre tactique à faire ici. Donc, ça ajoute comme 2 plateaux de jeu différents. Il y a plus de marchandises aussi à livrer. Donc, un petit peu plus compliqué pour nos parties, vu que c'est un jeu coopératif. Donc, c'est le fun d'avoir un petit peu plus de difficulté lorsqu'on joue. Et ça ressemble à ça pour Convoi Express. Il n'y a pas de texte sur le jeu en général, seulement les règles de jeu qui sont en anglais. Donc, le jeu est déjà sorti en français. Donc, normalement, c'est assez facile de trouver les règles en français lorsque le jeu est déjà disponible là, à quelque part dans le monde en français. Donc, c'est Switch and Signal, donc un jeu de train coopératif, collaboratif. Je poursuis avec Caper Europe. C'est un jeu pour 2 joueurs, 10 ans et plus, 25 à 35 minutes. C'est un jeu dans lequel on va avoir recruté une équipe de criminels, de voleurs pour aller chercher différentes majorités dans différents lieux. On va devoir à certains tours de jeu jouer des cartes de criminels, d'autres des cartes de marchandises volées. Et donc, en jouant ces cartes-là, on va tenter de faire des combinaisons en fonction des demandes des différents voleurs pour faire le plus de points possible. Donc, il y a des points pour les majorités, il y a des points par rapport à l'autre joueur. Dans le même secteur, il y a des points pour les différents voleurs, les points pour les différents objets aussi. Donc, c'est un petit peu cette tactique-là qu'on va avoir dans ce jeu-là. Donc, toujours 2 phases différentes de jeu à chacun des rondes. Il y a une ronde, c'est les voleurs, une ronde, c'est les matériels, etc. pour 6 rondes de jeu. Donc, tout simplement, pour Caper Europe, c'est disponible. C'est la version anglaise ici que nous avons. On poursuit avec Wonderbook. Wonderbook, ici, c'est la version anglaise. Jeu qui est aussi prévu en français, qui va arriver bientôt, déjà sorti en Europe.
Donc, ça ne devrait pas trop tarder pour arriver ici prochainement. C'est 1 à 4 joueurs, 10 à 99 ans et 90 minutes de jeu. Je vais toujours rire le 10 à 99 ans, mais bon, 10 ans et plus. Et donc, 90 minutes de jeu. C'est un jeu qui va avoir 6 chapitres. Si je ne me trompe pas, à l'intérieur du jeu, il va y avoir un livre pop-up. Un livre qui se déploie comme ça ici. Donc, on a un grand arbre à l'intérieur et on va interagir avec cet arbre-là. Il y a aussi d'autres, il y a une aventure qui va se dérouler avec l'endos du livre de jeu. Et sinon, ben, ça va jouer vraiment toutes les autres avec l'arbre ici. Il y a des choses à tirer, toutes sortes de choses. Là, je ne veux pas rentrer dans trop les détails. Et donc, c'est vraiment une grosse interaction avec nos petits personnages à se promener sur le plateau, sur l'arbre, pour réussir à passer au travers des différents chapitres. Donc, sachez qu'il y a quand même beaucoup de texte. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'anglais, je vous conseillerais quand même d'attendre éventuellement pour la version française. C'est sûr qu'on va l'avoir aussi en boutique. Mais là, pour l'instant, on l'a en version anglaise pour ceux qui ne peuvent attendre et qui sont quand même très à l'aise avec l'anglais. Donc, Wonder Book. On a aussi reçu Hippocrate. Donc, Hippocrate, c'est un jeu qui est pour 1 à 4 joueurs, 90 minutes, et c'est pour des joueurs âgés de 12 ans et plus. Donc, dans Hippocrate, vous allez recruter des médecins pour soigner des patients. Donc, on va tenter d'aller chercher des remèdes pour soigner les différents patients. Il y a un concept de chaînage entre les... Dans le fond, il peut y avoir un patient entre deux médecins. Donc, on peut s'aider de cette façon-là pour réussir à soigner. On fait une espèce de réseau. On va aussi éventuellement pouvoir amener nos médecins à la retraite après un certain nombre de patients soignés. On va aussi, il va permettre de ne plus avoir à les payer. Donc, ça, c'est toujours très, très important pour bien gérer notre argent. Il faut faire bien attention aussi de bien soigner nos patients parce qu'éventuellement, ils peuvent aller dans des zones de soins intensifs et dans une zone d'au-delà. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont passé de l'autre côté, comme on dit. Et donc, principalement comme ça, c'est une mécanique, dans le fond, qu'on va aller chercher les remèdes et les patients sur un plateau commun. Et également, on va recruter les médecins sur un plateau commun également. Donc, ça ressemble à ça sommairement pour Hippocrate. Donc, c'est un jeu disponible en anglais et français. Donc, il est multilingue, le jeu, déjà. Donc, ici pour Hippocrate. Donc, Cellulose, c'est un jeu dans lequel on va devoir construire une portion, un mur de cellules principalement. Donc, c'est un jeu compétitif dans lequel c'est pour 1 à 5 joueurs celui-là. Ouais, 1 à 5 joueurs, 60-90 minutes par partie. C'est la version anglaise ici de Genius Game. Genius Game a l'habitude de faire des jeux basés sur la science. Et dans celui-ci aussi, vous avez un livret de règles et un livret qui explique justement le fonctionnement d'une cellule. Donc, si vous voulez en apprendre plus, c'est sûr, c'est la version anglaise. Donc, il faut être quand même à l'aise avec l'anglais. C'est un jeu, dans le fond, dans lequel on va, comme je disais, avoir à construire un mur de cellules et principalement, on va aller faire des actions du placement d'ouvriers pour aller chercher différentes ressources. Il y a un concept aussi avec l'arbre ici, l'aspect photosynthèse, où on va amener nos petits jetons. Bien, ça va nous donner des revenus récurrents à chacune des manches. Et donc, dépendant de où on va, bien, ça va nous donner soit des protéines, soit de l'eau, soit d'autres nutriments. Donc, pour éventuellement réussir à faire des actions, aller acheter des morceaux de mur. Il y a des cartes aussi qu'on va pouvoir jouer qui vont soit avoir des effets permanents, soit avoir des effets directs, des points. Donc, belle mécanique liée avec le placement d'ouvriers. On va avoir aussi des cartes à ajouter à ça. Donc, Cellulose, c'est la version anglaise ici pour ce jeu-là. On va avoir aussi, qu'est-ce qui est arrivé? On a Tournoi de Camelot. Tournoi de Camelot. Camelot, je ne sais pas trop il faut dire le T. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs. C'est un jeu de pli. 45 minutes par partie. C'est un jeu dans lequel on va avoir différentes cartes avec des
différents armes d'attaque. Donc des épées, on va avoir d'autres éléments aussi, des flèches, la trahison, sorcellerie, alchimie, et on va avoir des pouvoirs, chaque joueur va avoir des pouvoirs spéciaux. Et le concept de jeu, c'est que lorsqu'on va jouer la plus basse carte d'une main, on va récupérer le paquet et ça va nous faire perdre des points de vie à la fin d'une manche de jeu. On va calculer les points de vie qu'on perd et dès qu'un joueur arrive à 0 point de vie, de mémoire on part à 400 points de vie, donc il y a quand même beaucoup de points de vie. Dès qu'on arrive à 0, on va terminer la partie et lui qui a le plus de points de vie va remporter. Donc différents petits effets spéciaux. Nos personnages vont avoir des effets spéciaux qui vont se déclencher quand on va avoir un certain nombre de points de vie restants. Donc, ça permet de rester dans la partie. Un petit mécanique de rattrapage. Donc, tournoi de Camelot. Ensuite de ça, on a aussi Twinkle. Donc, Twinkle, c'est un jeu de construction d'étoiles avec des dés dans le fond. On va avoir des dés, des dés 4, 6, 12, des 8, des 10. Donc, toutes sortes de dés qu'on va avoir à l'intérieur. Je ne sais pas si je lis la description. Bon, ça ressemble à ça. Et dans le fond, avec les dés qu'on va pouvoir aller brasser dans à différents tours de jeu, on va avoir des demandes, des objectifs à faire selon les différentes couleurs de dés. Et dans le fond, on a 2 branches qu'on peut partir par joueur pour faire son réseau de constellations. Et donc, en fonction de comment on va placer nos dés, bien, on va pouvoir faire des points. On peut partir d'autres branches dans différentes directions. Donc, j'ai des parties à peu près 15 minutes. On peut jouer seul aussi avec des challenges. Donc, c'est 1 à 4 joueurs pour 8 ans et plus. C'est une version ici multilingue. Donc, la langue en français, c'est à l'intérieur pour Twinkle. On a ici Stroganoff. Stroganoff, c'est un jeu dans lequel on va être des membres de la puissante famille Stroganoff et on va devoir dans le fond partir à la chasse sur le territoire russe et puis donc on va aller chercher des fourrures, chercher des éléments et pour remplir différents objectifs dans la partie. Tout ce qu'on va avoir récupéré va nous donner des points justement à la fin de la partie. Il y a un concept d'avancement sur une piste où on peut faire aussi des postes de garde ou des postes de traite plutôt qu'on va pouvoir placer qui nous permettent de repartir à certains endroits. On va jouer sur 4 manches de jeu. Donc c'est un jeu d'exploration, récupération de ressources principalement. Donc pour Stroganoff, c'est un jeu qui va durer 90 minutes. 1 à 4 joueurs, donc on peut jouer seul, et pour des joueurs âgés de 12 ans et plus. On a également Orlog. Orlog, c'est un jeu dans l'univers, en fait, un jeu qui était dans un jeu vidéo, qui était Assassin's Creed Valhalla, donc vous pouvez jouer à Orlog dans le jeu vidéo, et ils ont décidé, en fait, de faire une version plateau, une version jeu de société, physique, donc multilingue. Donc c'est un jeu uniquement pour 2 joueurs. C'est un jeu de dés, de duel. Dans le fond, avec les dés, on va pouvoir attaquer notre adversaire. Le but, c'est d'enlever toutes ces pierres de vie. On va avoir des dieux aussi qu'on va pouvoir utiliser au courant de la partie. De l'argent pour justement activer ces différents dieux-là. Donc un petit jeu de combat, quinzaine de minutes par partie. Pas indiqué. Ouais, 10-15 minutes par partie, donc assez rapide. Des petits duels pour Orlog. On a aussi reçu la toute nouvelle édition essentielle de Anachronie, donc une boîte beaucoup plus petite. J'ai la mienne à la maison qui est beaucoup plus grosse que ça et qui contient même pas les figurines, même pas d'extension. Donc ici, c'est la même chose. Donc vraiment l'édition essentielle pour Anachronie, une boîte beaucoup plus compacte, plus facile à ranger aussi. Donc l'édition française ici de la version essentielle. Anachronie, c'est un jeu principalement où on va devoir une espèce de construction de tableau sur notre plateau de joueurs pour avoir différents effets qu'on va faire avec nos différents ouvriers, des ouvriers qu'on peut mettre dans des exosquelettes pour envoyer sur la planète pour donc les protéger des différentes
différentes dangers, on va dire ça comme ça, différents dangers de la planète. On va pouvoir aussi envoyer des ressources dans le futur, aller les rechercher dans le passé. Différentes ressources, donc un principe d'anachronie justement. Il faut bien gérer parce qu'il faut faire attention pour ne pas créer justement des espèces de failles temporelles. Il y a de l'eau qu'on va pouvoir aller chercher, différentes ressources pour accomplir nos différents objectifs. Il y a aussi le principe qu'à la fin de la partie, il va y avoir, dans le fond, il faut évacuer la planète et il y a beaucoup de points à faire quand on sort comme ça de la planète. Donc, il faut bien planifier notre fin de partie dans Anachronie. Donc ici, c'est le jeu essentiel. Il n'y a pas de figurines à l'intérieur, donc c'est seulement des pièces de carton, tout simplement, pour l'édition essentielle d'Anachronie. On a également Clinic, la version Deluxe en anglais. Donc, Clinic, c'est un jeu assez complexe pour des joueurs âgés de 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs, et c'est 120 minutes par partie. C'est l'édition ici de Capstone Games, l'édition anglaise. C'est un jeu principalement dans lequel on va devoir gérer et construire un hôpital, une clinique en fait, plus qu'un hôpital. Et donc on va devoir gérer les différentes constructions qu'on fait, les différents accès, les différentes unités qu'on va créer. On va aussi recruter des médecins, des infirmières, du staff administratif. On va avoir aussi des différentes ressources à gérer. On va avoir aussi une phase d'opération de la clinique. Donc, qu'est-ce qu'on soigne, les gens qu'on admet dans la clinique pour les soigner. Aussi, il va y avoir une phase, finalement, de remettre en place tout ça. Et le concept du jeu, c'est de gagner le plus de popularité possible. Ici, on ne parle pas d'argent, mais vraiment d'être la clinique la plus populaire, donc avec les points de victoire à la fin de la partie. Donc, ici, clinique avec toutes des pièces en bois pour les différents éléments de jeu, vu que c'est la version Deluxe ici, donc plus des meeples plutôt que d'être des petits cubes. Donc, Clinic, édition Deluxe, c'est arrivé en anglais. Je termine les nouveautés avec un jeu qui était très attendu, Brazil Imperial. Donc, Brazil Imperial, c'est un jeu dans lequel on va devoir, avec une super belle couverture de 1, ils ont bien fait ce travail à ce niveau-là. C'est l'édition française ici qu'on a. C'est un jeu dans lequel on va, dans le fond, principalement gérer notre plateau personnel pour développer différents bonus et développer aussi notre territoire. Donc, on va pouvoir construire différents bâtiments sur le plateau de jeu, attaquer les adversaires. On va ici avoir différents objectifs à accomplir. On va faire tout ça dans le but de faire des points à la fin de la partie avec les différents éléments qu'on a réussi à débloquer, qu'on a réussi à faire dans la partie. Il y a des cartes aussi qu'on peut aller chercher qui vont nous donner des points. Donc, on fait le cumul de tout ça à la fin de la partie. Donc, principalement un jeu qui est considéré comme euro mélangé avec du 4X, donc un euro X. Si je ne me trompe pas, la nouvelle appellation. Je ne sais pas s'ils le disent ici par curiosité. Non, ils n'en parlent pas, mais... Donc, c'est à peu près une centaine de minutes pour une partie. 1 à 4 joueurs et des joueurs âgés de 14 ans et plus pour Brazil Imperial. Donc, c'est arrivé aussi en boutique. On a aussi le retour. Celui-là, on l'avait eu au tout début de la boutique. Et là, il est de retour avec Tricarion, Légende de l'illusion, donc version française de Tricarion. Tricarion, c'est un jeu assez complexe, de 30 minutes par joueur, 2 à 4 joueurs, et pour des joueurs âgés de 15 ans et plus. On peut jouer solo aussi à ce jeu-là, même si ce n'est pas indiqué sur la boîte. Il y a des extensions qui permettent de jouer en solo. C'est un jeu principalement qu'on va incarner des magiciens. On va devoir, dans le fond, améliorer nos tours, faire des spectacles pour donner des points. C'est du placement d'ouvriers. Il y a de la planification d'action aussi avec les cartes qu'on va jouer sur notre plateau personnel. Donc, principalement, c'est le concept du jeu. Je ne rentrerai pas dans les détails vu que c'est un jeu assez lourd. Il y a plusieurs secteurs qu'on peut aller justement placer nos différents ouvriers qui ont un certain
pouvoir d'action en fonction de où on va placer et en fonction de quel ouvrier on va utiliser. Et dans le fond, on a reçu ça et on a reçu aussi les 3 extensions également qui vont avec Tricarion, toutes en français. Donc tout ça est disponible à la boutique aussi, donc Tricarion. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode de l'Actu ludique du 27 mars 2022. Et n'hésitez pas aussi, surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Mettez un petit pouce si vous avez apprécié également. Je vous invite à répondre à la question suivante. Quel jeu dans le style du Roi est mort, des jeux conflictuels, pas beaucoup de matériel, très tactique, peu de chance, aimez-vous? Donc, j'aimerais savoir d'autres suggestions de votre part de ce style de jeu-là. C'est des jeux que j'apprécie beaucoup. Mon groupe de joueurs apprécie beaucoup aussi. Donc, si vous avez des suggestions qui sortent de l'ordinaire, je vous invite à, même si c'est de l'ordinaire, je vous invite à me présenter quel jeu vous aimez dans ce style-là. Donc, répondez ça dans les commentaires. Et sur ça, on va se revoir très bientôt. Allez aussi visiter le site boutiquelapioche.com. C'est la façon d'encourager la chaîne aussi. Donc, si vous passez des achats sur Boutique La Pioche, vous pouvez m'écrire un petit mot aussi. J'ai passé une commande, etc. C'est toujours le fun à lire. Fun à remettre des visages de la chaîne avec ceux qui achètent en boutique. Donc, merci beaucoup et on se revoit très bientôt. Bye bye.